Mon mari a demandé le divorce lors de la fête du premier anniversaire de notre bébé. Puis il a dit, la maison, la voiture et l'entreprise sont à moi. Tu gardes le bébé. Alors que nos invités applaudissaient autour de nous, j'ai calmement signé les papiers. Puis j'ai dit doucement, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Un mois plus tard. La pièce sentait encore le glaçage à la vanille et la fumée des viandes grillées lorsque mon mari a fait glisser les papiers du divorce sur la table. Notre fils, Baptiste, était assis dans sa chaise haute sous une banderole bleue et dorée indiquant son premier anniversaire, écrasant du gâteau entre ses petites mains pendant que 30 personnes applaudissaient et riaient autour de lui. Les collègues de Laurent s'agglutinaient près du bar de la salle des fêtes louée pour l'occasion, des flûtes à champagne en plastique à la main. Ma sœur, Amélie, portait des cadeaux vers la table du fond. Sa mère prenait des photos. Et juste là, au milieu de la fête du premier anniversaire de notre bébé, mon mari m'a souri et a dit, je crois qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. Au début, j'ai honnêtement cru qu'il plaisantait. Puis, il a sorti un stylo de la poche de sa veste et a tapoté la pile de papier devant moi. Des documents de divorce. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai eu l'impression de rater une marche dans le noir. Quelques personnes à proximité ont arrêté de parler. Laurent ne semblait pas du tout gêné. En fait, il avait l'air étrangement soulagé, comme s'il avait répété ce moment dans sa tête pendant des semaines. Je garde la maison, a-t-il dit calmement. L'entreprise aussi, et le Porsche Cayenne. Quelqu'un près du bar a laissé échapper un rire gêné, pensant peut-être qu'il s'agissait d'une terrible blague. Ce n'en était pas une. Laurent s'est penché plus près et a baissé la voix juste assez pour paraître cruel au lieu de bruyant. Tu gardes le bébé. La pièce est devenue silencieuse autour de nous. Même maintenant, quand je repense à ce moment, je me souviens du son qui a remplacé toutes les conversations, le bourdonnement des néons au-dessus de la cuisine de la salle. C'est le bruit que fait un cœur brisé. Des néons bourdonnants et mon fils tapant joyeusement ses mains pleines de glaçage contre son plateau pendant que mon mariage s'effondrait devant tous ceux que nous connaissions. J'ai baissé les yeux vers les papiers. Mon nom était déjà soigneusement tapé à côté des lignes de signature. Laurent avait tout préparé. J'aurais dû pleurer. Honnêtement, une partie de moi en avait envie. J'avais envie de lui hurler dessus pour m'avoir humilié en public. J'avais envie de lui jeter les papiers au visage et de lui demander comment un homme qui m'avait tenu la main dans une salle d'attente d'hôpital pouvait devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo. La pièce entière m'observait. Les jeunes collègues de Laurent restaient figés près de la table des boissons. L'une des femmes de la comptabilité avait l'air horrifiée. Ma sœur a commencé à s'avancer vers nous, mais j'ai subtilement secoué la tête. Pas encore. Mes mains étaient fermes quand j'ai signé. Une page, puis une autre. Puis la dernière. Laurent a cligné des yeux, surpris. Je crois qu'il s'attendait à une dispute. Peut-être des larmes, peut-être des supplications. Mais après 15 ans de mariage, j'avais enfin appris quelque chose d'important sur mon mari. Rien n'effrayait plus Laurent que le silence. J'ai repoussé les papiers vers lui. Puis, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit doucement, « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. » Pour la première fois de toute la soirée, son expression a changé. Juste un peu. De la confusion. Puis, la musique a recommencé à jouer car quelqu'un, Dieu le bénisse, avait dû réaliser que le silence était devenu insupportable. Les gens ont lentement recommencé à faire semblant que tout était normal. Mais plus rien ne serait jamais normal. Je me suis levée, j'ai essuyé le glaçage sur la joue de mon fils et je l'ai pris dans mes bras. Laurent ne m'a pas arrêté. Cela m'a fait plus mal que les papiers. Dehors, l'air de la fin septembre était froid sur ma peau. J'ai attaché Baptiste dans son siège auto pendant que mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à boucler la ceinture. Ma sœur Amélie s'est précipitée dehors derrière moi. Camille, a-t-elle chuchoté, hors d'haleine. Que diable vient-il de se passer? J'ai regardé droit devant moi à travers le pare-brise. Je crois que mon mariage vient de se terminer. Non, a-t-elle dit doucement. Je crois qu'il s'est terminé il y a longtemps. C'était ça, la partie terrible.
Elle avait raison. Les signes étaient là depuis des années. Laurent et moi nous étions rencontrés quand nous avions tous les deux 26 ans. Bien avant que les constructions Moreau n'existent, avant les grands bureaux, avant les voitures de luxe, les tournois de golf et les montres hors de prix dont Laurent ne pouvait soudainement plus se passer. À l'époque, il n'était qu'un simple charpentier avec des mains rugueuses et des rêves impossibles. Et je l'aimais pour ses rêves. Nous avions tout construit ensemble, de zéro. Pendant que Laurent gérait les équipes de chantier, je m'occupais de la paperasse. Je gérais les factures sur notre minuscule table de cuisine après avoir enchaîné des gardes de 12 heures comme infirmière. J'ai appris à utiliser les logiciels de paie à 2 heures du matin parce que nous n'avions pas les moyens de nous payer un comptable. J'ai équilibré les budgets de l'entreprise alors que j'étais enceinte, nauséeuse et épuisée. Quand sa mère est tombée malade il y a 3 ans, je l'ai conduite à chaque rendez-vous médical pendant que Laurent voyageait pour le travail. Je me disais que le mariage impliquait des sacrifices. Je n'avais simplement jamais réalisé que je serais la seule à les faire. Les choses ont changé quand l'entreprise a pris de l'ampleur. Au début, c'était subtil. Laurent a commencé à accorder plus d'importance aux apparences. Les costumes de créateurs ont remplacé les vieux jeans de travail. Les dîners d'affaires ont remplacé les soirées en famille. Chaque conversation tournait autour de l'expansion, du statut, du réseau. Puis sont arrivés les plus jeunes employés, en particulier Chloé. 28 ans, coiffure parfaite, maquillage parfait, travaillant au service marketing. Laurent insistait sur le fait qu'ils n'étaient que des amis, mais les épouses savent. Surtout les épouses qui ont passé 15 ans à regarder un homme devenir lentement accro à l'admiration. Avec le temps, j'ai cessé de me sentir comme sa partenaire. Je suis devenue un bruit de fond. La femme qui gérait les couches et les rendez-vous chez le médecin pendant que Laurent posait pour des interviews dans des magazines vantant sa réussite d'homme d'affaires parti de rien. Ce concept me faisait rire amèrement à chaque fois que je le voyais. Au moment où Baptiste est né, notre mariage semblait déjà fissuré sous la surface. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que Laurent y mettrait fin publiquement, ou cruellement, ou pendant la fête d'anniversaire de notre fils. Quand je suis enfin rentrée à la maison ce soir-là, j'ai porté Baptiste dans sa petite chambre et je me suis assise dans le fauteuil à bascule près de son berceau. Il s'est endormi contre ma poitrine presque immédiatement. J'enviais les bébés pour cela. Leur capacité à se sentir en sécurité sans poser de questions. Au bout d'un moment, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la fine chemise cartonnée que j'avais emportée de la fête. La chemise que Laurent n'avait jamais remarquée. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents que j'avais conservés pendant des années. Les statuts constitutifs originaux de la société, les accords de répartition des parts, les signatures, les pourcentages, les fondations mêmes de tout ce que nous avions construit. Tout ce que Laurent croyait lui appartenir. J'ai fixé les papiers pendant un long moment pendant que mon fils dormait dans mes bras. Puis, pour la première fois de la nuit, j'ai chuchoté la vérité à voix haute. « Oh, Laurent », ai-je dit doucement. « Tu aurais vraiment dû lire ce que tu as signé. » Le lendemain matin n'avait pas l'air d'un matin comme les autres. C'était comme si j'étais entrée dans une vie qui ne m'appartenait plus. Je me suis réveillée sur le vieux canapé convertible de la maison de mon père avec un torticolis, Baptiste dormant à côté de moi dans son lit parapluie. Le silence était si profond qu'il ressemblait presque à une pression dans mes oreilles. Pas de circulation, pas de notification, pas de Laurent, juste le calme. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas réveillée en vérifiant l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. J'existais, tout simplement. Et puis la réalité a refait surface. Les papiers du divorce, la fête, sa voix devant tout le monde. Je garde la maison, l'entreprise et les voitures. Tu gardes le bébé. J'ai fermé les yeux, mais ça n'a pas aidé. Parce que le pire, ce n'était pas ce qu'il avait dit. C'était la facilité avec laquelle il l'avait dit. En milieu de matinée, Amélie est arrivée avec du café et un sac de courses, comme si elle se préparait pour la guerre. « Il faut que tu manges quelque chose », a-t-elle dit en posant le tout sur le plan de travail de la cuisine. « Et il faut que tu me dises que tu ne vas pas t'effondrer maintenant. » « Je ne vais pas m'effondrer », ai-je répondu machinalement. Elle m'a étudié attentivement.
Ça ressemble à ce que disent les gens juste avant de s'effondrer. Je n'ai pas cherché à débattre. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il n'y a pas eu de larmes, pas d'effondrement dramatique, juste de la concentration. Le genre de concentration que j'utilisais pour survivre aux gardes de 12 heures à l'hôpital quand j'étais plus jeune. Je me suis connecté aux anciens fichiers de l'entreprise. Les constructions Moreau avaient toujours mes identifiants d'accès actifs. Laurent n'avait jamais pensé à les supprimer. Cela seulement disait long sur le peu de respect qu'il avait pour ce que je faisais réellement en coulisses. J'ai cliqué lentement sur les dossiers. Historique des paies, contrat des fournisseurs, déclaration fiscale, documents de prêt, et puis je l'ai trouvé. L'accord de constitution original. J'ai eu le souffle coupé, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que j'avais oublié à quel point tout avait été rédigé de manière claire. C'était là, noir sur blanc. Les constructions Moreau avaient été initialement enregistrées sous nos deux noms. Mais plus important encore, la structure de propriété majoritaire était liée à l'investissement en capital initial, l'héritage de mon père. Un argent que Laurent avait toujours appelé avec désinvolture notre coussin de démarrage. Il n'avait jamais demandé où étaient rangés les documents légaux. Il s'en fichait. Parce que Laurent avait toujours supposé que le succès effaçait la paperasse. Ce n'est pas le cas. Amélie s'est penchée par-dessus mon épaule. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je venais de me souvenir soudainement de quelque chose que Laurent avait dit des années auparavant, juste après notre emménagement dans nos premiers vrais bureaux. Nous devrions nous faire totalement confiance, m'avait-il dit. Pas de secret, pas de petits caractères entre nous. J'avais ri à l'époque. Je suis comptable par alliance maintenant, avais-je répondu. Les petits caractères, c'est mon langage de l'amour. Il avait embrassé mon front et dit, c'est pour ça que je t'aime. À l'époque, cela ressemblait à un partenariat. Maintenant, je réalisais que ce n'était que de la commodité. Dans l'après-midi, j'ai appelé notre avocat de famille, ou plutôt l'avocat qui était discrètement devenu le mien au fil des années. Laurent avait toujours fait appel à des avocats d'affaires, clinquants, chers, agressifs. J'avais toujours préféré quelqu'un qui lisait chaque page 2 fois. Camille, à 10 mètres de la croix lorsqu'il a décroché, son ton passant immédiatement à l'inquiétude. J'ai entendu ce qui s'est passé. Bien sûr que oui. Les petites villes ne gardent pas de secrets, surtout pas ceux impliquant des divorces, des entreprises et des humiliations publiques. J'ai besoin de savoir où j'en suis, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis il a expiré lentement. Vous êtes dans une position beaucoup plus forte que votre mari ne le réalise. Ce fut le premier moment où j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la colère, de la clarté. Au cours de l'heure qui a suivi, il me l'a expliqué en termes simples. L'entreprise que Laurent pensait posséder entièrement n'était pas structurée de la manière dont il le croyait. La propriété n'était pas basée sur celui qui gérait les opérations quotidiennes ou qui signait des chèques devant les caméras. Elle était basée sur la répartition du capital. Et je détenais toujours la majorité des parts parce que je ne les avais jamais cédées. Parce que Laurent ne me l'avait jamais demandé. Parce que Laurent n'avait jamais pensé qu'il en avait besoin. Vous êtes en train de me dire, ai-je articulé lentement, qu'il s'est emparé de l'entreprise devant 30 témoins en pensant qu'elle était à lui. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, a répondu Maître Delacroix. Je me suis adossée à la chaise de la cuisine. Pour la première fois depuis la fête d'anniversaire, quelque chose à l'intérieur de moi a cessé de trembler. Non pas parce que je me sentais puissante, mais parce que je comprenais enfin l'ampleur de l'erreur de Laurent. Il ne m'avait pas seulement humiliée. Il s'était mis lui-même en danger. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'en ville pour acheter du lait maternisé et des couches. Le monde extérieur semblait normal, des gens promenaient leurs chiens. Des adolescents riaient devant la station-service. Un couple se disputait doucement dans une voiture en stationnement. La vie continuait comme si de rien n'était. C'est ce qui m'a frappé le plus fort. Personne ne savait qu'un mariage venait de se terminer lors d'une fête d'anniversaire. Personne ne savait qu'un homme venait de remettre tout son avenir entre les mains d'une femme qu'il ne respectait plus, ou pensait ne plus respecter.
À la caisse du supermarché, j'ai vu le logo de l'entreprise de Laurent sur un camion de livraison à l'extérieur. Les constructions Moreau. Une nouvelle image de marque, une peinture fraîche, un habillage publicitaire hors de prix. J'ai presque ri. Il dépensait déjà de l'argent comme si l'entreprise lui appartenait entièrement. Cette confiance, cette arrogance, allait lui coûter cher. De retour à la maison, j'ai retrouvé Baptiste de nouveau endormi, sa petite main recroquevillée comme s'il s'accrochait encore au monde sans aucune peur. Je me suis assise à côté de lui et j'ai chuchoté, non pas à lui, mais à moi-même. Tu vas t'en sortir, ai-je dit, ça, je te le promets. Et pour la première fois, j'y ai cru. Non pas parce que je savais ce qui allait se passer ensuite, mais parce que je savais enfin ce que je tenais entre mes mains depuis le début. Et Laurent n'en avait aucune idée. La première fissure dans la nouvelle vie de Laurent est apparue exactement 11 jours après la fête d'anniversaire. Au début, c'était léger, une notification de retard de paiement, puis une autre, puis 3 fournisseurs refusant de livrer des matériaux à moins que les factures ne soient réglées d'avance. Laurent a appelé cela des « frictions temporaires ». Il croyait toujours que les affaires continuaient comme d'habitude, juste une mauvaise passe, un malentendu, quelque chose qu'il pouvait aplanir avec assurance et charme. C'était la plus grande faiblesse de Laurent. Il a toujours cru que la personnalité pouvait primer sur les aspects juridiques et financiers. Mais les documents légaux se fichent de l'assurance que vous avez au téléphone. Dès la 3e semaine, les choses ont cessé de ressembler à des frictions et ont commencé à ressembler à un effondrement. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux au début. Je n'en avais pas besoin. Un matin, Amélie m'a montré les actualités économiques locales sur son téléphone pendant qu'elle donnait des céréales à Baptiste. Moreau est en train de perdre ses clients, a-t-elle dit prudemment. Tu le savais? Je m'y attendais, ai-je répondu. Elle a levé les yeux. Tu es bien calme face à ça. Je n'étais pas calme. J'étais concentrée. Il y a une différence que la plupart des gens ne comprennent pas tant qu'ils n'ont pas vécu la trahison. Laurent avait supposé qu'en gardant la maison, les voitures et en s'appropriant le récit public, il contrôlait la situation. Mais posséder sur le papier et contrôler en apparence ne sont pas la même chose. Pas dans la vraie vie. Surtout pas dans une entreprise construite lentement sur 15 ans, où chaque relation, chaque contrat de fournisseur, chaque garantie bancaire portait ma signature quelque part en arrière-plan. À la fin de la 3e semaine, le conseil d'administration a exigé un audit financier d'urgence. Laurent, opérant toujours sous l'hypothèse qu'il était le propriétaire incontesté, a accepté immédiatement. Ce fut sa 2e erreur. La première avait été de supposer que je le combattrais sur le terrain émotionnel. La 2e fut de supposer que je ne le combattrais pas sur le terrain juridique. La 3e fut de supposer que j'étais impuissante sans lui. Le matin de la réunion d'audit, j'étais dans la cuisine en train de laver des biberons quand mon téléphone a sonné. C'était Maître Delacroix. C'est pour aujourd'hui, a-t-il dit. Je sais. Vous n'avez pas l'air nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, ai-je répondu. J'ai fini d'être nerveuse. Il y a eu un silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Tant mieux, parce qu'il est déjà en train de perdre le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre la rue silencieuse. Je n'essaie pas de le détruire, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. C'est ce qui rend la situation si difficile pour lui. À midi, Laurent était assis dans la salle de conférence du siège des constructions Moreau, ce même bureau où il avait autrefois posé pour des photos sur papier glacé destinées à un magazine local, souriant devant des plans d'architecte comme un homme qui avait tout bâti tout seul. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente, pas de photos, pas de fierté, juste des papiers et du silence. Je n'étais pas là physiquement, mais je savais exactement ce qui se passait. Maître Delacroix me l'a décrit plus tard avec une précision presque clinique. Laurent est entré confiant. Il en est ressorti pétrifié, car la première chose que les auditeurs lui ont expliquée était simple. Il ne détenait pas la majorité des parts. Loin de là. Il y a eu un long silence dans la pièce après cette déclaration, le genre de silence qui pèse plus lourd que le bruit. Laurent a apparemment ri au début, un petit son dédaigneux.
Puis il leur a demandé de répéter. Ils l'ont fait, lentement, clairement, document à l'appui. Et c'est là que la réalité a commencé à basculer, car pour la première fois depuis des années, Laurent n'avait aucun argument capable de contredire ce qu'il venait d'entendre. Pendant ce temps, je suis restée à la maison cet après-midi-là avec Baptiste, à plier de minuscules vêtements en écoutant le vent dehors par la fenêtre. C'était une sensation étrange, comme regarder une tempête depuis l'intérieur d'une maison de verre. En sécurité, mais distante. Ce soir-là, Laurent a débarqué chez mon père. Je savais qu'il viendrait. Je ne me suis pas précipitée vers la porte. Je n'avais pas préparé de discours. Je l'ai simplement ouverte quand ses coups ont cessé d'être colériques pour devenir réguliers. Il avait l'air différent. Pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture s'était effondré. L'assurance ne disparaît pas d'un coup. Elle se fracture. Je ne savais pas, a-t-il dit immédiatement. C'était sa phrase d'introduction. Pas de bonjour. Pas de « je suis désolé ». Juste « je ne savais pas ». Je me suis légèrement écartée, le laissant voir la maison silencieuse derrière moi. Tu ne savais pas quoi, ai-je demandé calmement. Sa mâchoire s'est crispée. Que je ne possédais pas tout. J'ai hoché la tête une fois. Tu n'as jamais demandé. Je te faisais confiance, a-t-il lâché presque instinctivement. Cela m'a fait faire une pause. Parce que j'ai réalisé à quel point nous définissions la confiance différemment. Je te faisais confiance, moi aussi, ai-je dit doucement. C'est pour ça que je n'aurais jamais cru que tu ferais ce que tu as fait à la fête d'anniversaire d'un enfant. Son expression a changé à ces mots. Quelque chose ressemblant à des regrets a essayé de faire surface, mais sa fierté l'a immédiatement combattu. J'étais en colère, a-t-il dit. Je me sentais pris au piège. Tu n'étais pas pris au piège, ai-je répondu. Tu étais impatient. La remarque a fait plus mal que je ne l'espérais. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Depuis le salon, je pouvais entendre Baptiste s'agiter, faisant de petits bruits alors qu'il se réveillait de sa sieste. La vie qui continue. Malgré tout, Laurent a regardé au-delà de moi vers le berceau, puis a ramené son regard sur moi. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai cru cette partie de lui. Mais l'intention n'efface pas l'impact. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, ai-je dit doucement. Tu m'as effacé devant les personnes qui m'ont vu tout construire à tes côtés. Nouveau silence. Plus long cette fois. Dehors, le vent s'est un peu levé, frôlant le porche. Laurent a fini par parler. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai regardé longuement. Ni avec colère, ni avec satisfaction, mais avec quelque chose qui ressemblait plutôt à de l'épuisement. Maintenant, ai-je dit, tu vas apprendre ce que ça fait de devoir reconstruire quelque chose que tu croyais déjà posséder. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, réalisant trop tard que la vie qu'il avait abandonnée n'était pas ruinée à cause de moi. Elle était ruinée à cause de ce qu'il avait choisi de croire. Laurent n'est pas revenu le lendemain, ni le jour suivant. Mais le silence qu'il avait laissé derrière lui n'était pas de la paix. C'était de la pression. Car une fois que l'on a vu commencer la chute de quelqu'un, on ne peut plus en ignorer le rythme. Les appels en absence, les emails tard la nuit, les mises en demeure légales arrivant dans des enveloppes de plus en plus épaisses, les rumeurs qui commencent à circuler dans une petite ville comme de la fumée à travers les fissures d'un mur. Les constructions Moreau ne se sont pas effondrées du jour au lendemain. Elles se sont détricotées lentement, publiquement et douloureusement. J'ai essayé de garder une vie simple pendant cette période. La routine matinale avec Baptiste, les lessives, les courses, des papiers qui n'avaient rien à voir avec la vengeance, le mariage ou le pouvoir. Mais de temps en temps, j'entendais quelque chose. As-tu entendu dire que Laurent a perdu le contrat du projet des coteaux? On dit que la banque a gelé sa ligne de crédit. Il s'est encore disputé avec le conseil d'administration. Et à chaque fois, je ressentais quelque chose d'inattendu. Ni satisfaction, ni haine. Quelque chose de plus lourd, du chagrin. Parce qu'il fut un temps où Laurent et moi n'étions pas comme ça.
nous étions fatigués, fauchés et pleins d'espoir, de la manière dont les jeunes le sont toujours avant que la vie ne leur apprenne à quel point l'espoir peut être fragile. Je me souviens d'une nuit, il y a des années, alors que nous construisions encore l'entreprise depuis le bureau de notre garage. Nous avions mangé des plats à emporter bon marché par terre parce que la table de la cuisine était ensevelie sous les factures. Laurent s'était adossé au mur, épuisé, et avait dit, « Un jour, nous repenserons à tout ça et nous en rirons. » Je l'avais cru. Vraiment. Mais le succès ne détruit pas les gens d'un seul coup. Il change la direction de leur attention. Et l'attention de Laurent s'était lentement détournée de nous, de notre foyer, de notre partenariat, pour se tourner vers l'admiration, vers la validation, vers des gens qui lui disaient qu'il était impressionnant au lieu de lui rappeler qui il était autrefois. Chloé faisait partie de ce monde-là. Je ne l'ai rencontrée correctement qu'une seule fois lors d'un événement d'entreprise auquel j'avais assisté par obligation, des mois avant le divorce. Elle avait souri poliment, mais il y avait quelque chose de répété là-dedans, comme si elle avait déjà appris à être vue sans qu'on lui pose de questions. Laurent l'avait présentée de manière désinvolte. Responsable marketing, avait-il dit. Non pas quelqu'un qui travaille avec nous, non pas un membre de l'équipe, juste responsable marketing, comme si les titres suffisaient à justifier une proximité. Je me souviens d'avoir observé la façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne le remarquait. Ce n'était pas de l'amour. C'était une échappatoire. C'est ce que je comprends plus clairement aujourd'hui. Laurent n'est pas parti parce qu'il avait trouvé quelqu'un de meilleur. Il est parti parce qu'il avait trouvé quelqu'un de plus facile. Quelqu'un qui ne lui rappelait pas qui il avait été. De retour à la maison, j'ai commencé à recevoir des documents officiels. Rien de dramatique ni d'émotionnel, mais des documents financiers, demande d'audit, confirmation du conseil, avis aux actionnaires. Chacun renforçant silencieusement une vérité que Laurent n'avait jamais totalement acceptée. Il ne contrôlait pas ce qu'il croyait contrôler. Maître Delacroix m'a appelé un après-midi pendant que je pliais les vêtements de Baptiste. Il essaie de négocier, a-t-il dit. Avec qui, ai-je demandé. Avec vous. J'ai fait une pause. Dites-lui non, ai-je répondu. Il y a eu un plus long silence au bout du fil. Camille, a-t-il dit prudemment. Il propose un accord à l'amiable. J'ai expiré lentement. Quel genre d'accord? Un temps mort. Tout ce qu'il pense que vous voulez. Cela m'a fait arrêter de plier le linge. Car Laurent avait toujours cru que les problèmes pouvaient être résolus de la même manière que l'on conclut des contrats commerciaux. Offrir assez d'argent. Offrir assez de contrôle. Offrir assez de compromis pour que l'autre personne cède. Mais certaines choses ne sont pas négociables. J'ai regardé vers Baptiste, qui jouait sur le sol avec un camion en plastique. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Que voulez-vous, a demandé Maître Delacroix. J'y ai réfléchi longuement, car la réponse honnête n'était pas la vengeance. Ce n'était pas non plus le pouvoir. C'était quelque chose de plus simple. Le respect. Pas le genre de respect que l'on exige. Celui que l'on perd lorsqu'on oublie ce que cela signifie de considérer l'autre comme un être humain. Ce soir-là, Laurent s'est de nouveau présenté. Cette fois, il n'a pas frappé fort. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, comme quelqu'un qui était finalement à court de moyens de faire semblant. Je ne peux pas réparer ça, a-t-il dit immédiatement après que j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas répondu. J'ai essayé, a-t-il ajouté. J'ai tout essayé. Je me suis de nouveau écarté pour le laisser entrer. Parce que j'avais réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus une confrontation. C'était une fin. Nous nous sommes assis dans la cuisine où tant de moments de notre vie passée s'étaient déroulés. Pas de dîner romantique, pas de grandes conversations, juste la vie ordinaire. Les factures. Le café. Le silence. Laurent s'est frotté les mains nerveusement. Je ne comprenais pas ce que je signais, a-t-il répété. Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Je te faisais confiance. J'ai secoué lentement la tête. Non, ai-je dit,
Tu avais confiance dans le fait que je ne compterais jamais assez pour poser des questions. Ça l'a frappé plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Parce que c'était vrai. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres, comme si le monde lui-même essayait de ne pas nous interrompre. Laurent a baissé les yeux vers la table. J'ai tout perdu, a-t-il dit doucement. Je l'ai étudié pendant un long moment. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Non, ai-je répondu gentiment. Tu as juste perdu ce que tu croyais posséder. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, il n'y avait aucune défense dans son expression. Seulement de la compréhension et des regrets. Mais les regrets ne sont pas la même chose qu'une réparation. Ni dans le mariage, ni dans les affaires, ni dans la vie. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Le genre de froid qui s'installe dans les vieilles maisons en bois y reste, comme si les murs eux-mêmes se souvenaient de tout ce qui s'y était passé. Laurent et moi ne nous sommes pas remis ensemble. Pas de la manière dont les gens s'y attendent avec ce genre d'histoire. Il n'y a pas eu de retrouvailles dramatiques, pas de pardon soudain, pas de baiser digne d'un film sous la neige tombante. Ce qui s'est passé à la place a été plus lent, plus ordinaire, d'une certaine manière, plus vrai. Nous avons appris à nous parler sans nous détruire mutuellement, d'abord pour le bien de Baptiste. Puis, progressivement, pour des raisons qu'aucun de nous n'a jamais totalement avouées à voix haute, Laurent a emménagé dans un petit appartement en location de l'autre côté de la ville. Rien d'impressionnant, pas de finition de luxe, pas de statut, juste un endroit pour dormir et réfléchir. Il a arrêté de porter des costumes coûteux. Il a arrêté de parler comme si chaque conversation était un argumentaire de vente. Et pour la première fois depuis des années, il a commencé à écouter plus qu'il ne parlait. L'entreprise s'est stabilisée, mais pas seulement grâce à lui. Le conseil d'administration a apporté de la rigueur et une structure. D'anciens employés sont revenus prudemment. Les contrats ont été renégociés. Et lentement, les constructions moraux sont devenues quelque chose de nouveau. Pas l'empire que Laurent imaginait autrefois, mais quelque chose de plus ancré, de plus durable, de plus honnête. Je suis resté impliqué, mais pas de la même manière qu'avant. Je n'étais plus le pilier silencieux. Je faisais partie des décisions qui exigeaient de la clarté plutôt que des sacrifices. Un après-midi, des mois après que tout se soit effondré, Laurent est venu chercher Baptiste. C'était un échange simple sur le pas de la porte. Pas de tension, pas de comédie, juste deux parents faisant ce qui devait être fait. Mais avant de partir, il a hésité. Je repensais, a-t-il dit prudemment, à ce que tu as dit ce jour-là. J'ai attendu. Tu m'as dit que je n'avais aucune idée de ce que je venais de faire. J'ai légèrement hoché la tête. Il a baissé les yeux vers Baptiste, puis est revenu vers moi. Je crois que je comprends maintenant, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Car la compréhension n'efface pas les dégâts, mais elle change ce qui vient ensuite. Le printemps est arrivé doucement, et avec lui quelque chose d'inattendu, une petite réunion dans le jardin. Pas une grande fête comme avant, pas de salle louée, pas de collègues, juste la famille et quelques personnes qui étaient restées pendant toute la tempête sans choisir de camp. Baptiste a fêté ses 2 ans ce jour-là. Il courait pieds nus sur l'herbe en riant, chassant un ballon qui refusait de rester en place. Laurent se tenait à quelques pas de moi, le regardant faire. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, il a dit doucement, « Je croyais que la réussite signifiait le contrôle. » Je l'ai regardé. « Et maintenant ?» ai-je demandé. Il a hésité. « Maintenant, je crois que cela signifie ne pas perdre les gens qui seraient restés si l'on avait été plus attentif. » Cette phrase est restée suspendue entre nous un instant. Sans lourdeur, juste avec honnêteté. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut parti et que le jardin eut retrouvé son calme, Laurent m'a aidé à rentrer les chaises à l'intérieur. Des choses simples, des choses normales, des choses que nous avions l'habitude de faire sans y penser. Sur le pas de la porte, il s'est arrêté. « Je ne demande pas à retrouver ce que nous avions, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « Je sais. » Il a expiré lentement. « Je ne veux juste pas perdre ce qu'il nous reste. » Je l'ai regardé longuement. Pas comme un mari,
Pas comme un ennemi, mais comme un homme qui comprenait enfin que certaines pertes ne se produisent pas d'un seul coup. Elles se produisent lentement, au moment même où l'on cesse de prêter attention à ce qui compte. On ne peut pas réécrire l'histoire, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je sais. Mais, ai-je ajouté après une pause, nous pouvons décider quel genre de parents nous serons à partir de maintenant. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Alors c'est ce que je veux faire. D'accord, a-t-il dit, et pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai cru. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que plus rien n'était caché. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, je me tenais sur le porche en tenant Baptiste pendant que Laurent rangeait les dernières chaises dans le garage. Le passé était toujours là. Il le serait toujours, mais il ne définissait plus chaque recoin du présent. Parfois, la guérison ne ressemble pas au pardon. Parfois, cela ressemble à deux personnes qui apprennent à ne plus se blesser l'une l'autre. Et parfois, la leçon la plus difficile de toutes est celle-ci, l'amour seul ne suffit pas à maintenir une famille unie, mais l'honnêteté le pourrait.